Pendant un mois, jusqu'en avril 1916, les Français résistent aux assauts quotidiens des Allemands. C'est un carnage. 3000 hommes dans les lignes françaises et autant d'Allemands disparaissent tous les jours. Depuis qu'il a échoué dans sa tentative d'élimination industrielle, le Kronprinz a décidé de porter l'offensive sur les deux rives de la Meuse. Il faut à tout prix s'emparer des forts. Le Kronprinz ne peut savoir que le général Joffre, ayant perdu 50 000 hommes pour défendre, en 1914, la place fortifiée de Maubeuge, a décidé depuis de démanteler tous les forts, y compris ceux de Verdun. Alors une poignée de soldats allemands, des brandebourgeois, suffit pour s'emparer de Douaumont. Une cinquantaine de Français sont là qui se rendent sans résistance. Ils étaient commandés par un adjudant, un gardien de batterie qui avait 60 ans et qui pliait bagages. Douaumont ist gefallen, peut-on lire dans la presse allemande. Douaumont est tombé. Et la presse du bourrage de crâne française écrit de son côté: la position de Douaumont a été enlevée par l'ennemi après plusieurs assauts qui lui ont coûté des pertes très élevées. Est-ce qu'on peut mentir à ce point-là? Ici, le soldat était tellement trompé qu'il lit les journaux avec la conviction que ce qu'on lui racontait est faux. Situation stabilisée. L'attaque Boche a échoué piteusement. Leurs colonnes sont bourrées d'enthousiastes récits de combat, de ces ineptes bons mots de poilus inventés par des spécialistes. Ils hurlent en chœur les exploits de nos héros, la joie de mourir, l'ivresse exquise du corps à corps et les innombrables bienfaits de la guerre régénératrice. Leur bourrage de crâne apparaît insensé à ceux qui savent. Leurs lecteurs sont-ils des nouveaux-nés légèrement arriérés ou des vieillards débiles? La guerre n'est point telle qu'on la voit sur les couvertures des revues et les affiches de cinéma. J'ai vu brûler Verdun. J'ai vu des batailles sanglantes, horribles, des blessés qui râlaient, des morts sur lesquels on marchait. J'ai vu des souffrances sans nombre, des hommes jour et nuit sous le soleil et sous la pluie. J'ai vu partout la désolation, la ruine, la boue, le sang, la mort des copains. Souffrir de tout. Fatigue, faim, soif, blessure. Vous trouvez ça beau, vous? Verdun, c'est l'enfer. Ça ne se raconte pas, ça se vit. On aura tout vu. Ces ventres béants où le rat, mort, ces visages livides, ces corps gelés. Sur les cadavres, la vermine. Une odeur épouvantable que nous ne connaissions pas. Toutes ces horreurs sans nom qui nous environnent ne sont rien à côté de celles qui se préparent. Quelle atmosphère d'affolement, d'inouï et de jamais vu. Où sommes-nous? Il faudrait 100 000 hommes pour reprendre Douaumont, devenu soudain le lieu symbolique de la bataille de Verdun. Comment tenir alors que tant d'hommes tombent tous les jours? Comment amener des renforts, des munitions, évacuer les blessés, alors que Verdun n'a plus de chemin de fer, qu'il ne tient au reste du front que par une seule route bombardée, la route de Bar-le-Duc à Verdun. Un seul recours, les camions. On avait eu les taxis de la Marne, on aurait les camions de Verdun. La route de Bar-le-Duc à Verdun va devenir la voie sacrée. Une route de 75 km où montent les soldats qui vont à Verdun et croisent des longues files de camions qui ramènent les blessés. Et la Noria tourne, sans arrêt, jour et nuit. Il faut faire monter à Verdun 2000 tonnes de munitions par jour, 100 tonnes de vivres et de matériel par division. La Noria des camions doit déverser chaque jour sa cargaison de troupes fraîches. Les colonnes de camions doivent charger jusqu'à 20 000 hommes par jour. Le 25 février, quand Pétain, au milieu de la nuit, prend son commandement à Verdun, nommé par Joffre, il remplace les généraux Chrétien et Eyre qui ont été limogés. Une noria de 3500 véhicules tourne déjà sans arrêt sur la route nationale. Le rôle de Pétain est de l'organiser, de la rendre parfaitement efficace. La noria ne doit pas être interrompue. Jour et nuit, un véhicule passe toutes les 5 secondes.
Il faut des hommes, toujours plus d'hommes sur le front. On envoie la classe 1916, 60 000 gosses de 19 à 20 ans. Toute une jeunesse va disparaître dans la boue sanglante de Verdun. Dans les villages, les gendarmes délivrent aux familles des télégrammes funèbres et un mandat de 200 francs. C'est le prix dérisoire fixé pour un fils ou un mari tué. On recrute des hommes aux colonies, des tirailleurs en Algérie, en Tunisie, en Afrique noire, des Sénégalais, mais aussi des hommes des autres territoires, des Malgaches, des Somaliens et même des Anamites. Au Maroc, les autorités françaises ont décidé de prendre un homme sur 10. Les noms de tous les hommes en âge de se battre sont jetés dans un panier, et la sinistre loterie peut commencer. C'est sur la place du village que se joue le destin de ces pauvres gens des colonies, joyeusement conviés à participer au combat. Ils sont recrutés pour une guerre fraîche et joyeuse qui leur fournira des soldes, des médailles et de la considération. Et ils découvrent le froid atroce des tranchées. Et ils succombent de pneumonie dans des uniformes kakis qui se confondent avec la terre. Nous marchons sur une route absolument défoncée, transformée par les récentes pluies en un véritable lac. Nos pieds gonflés cuisent dans nos chaussures, se heurtent douloureusement à toutes les pierres de la route. Nous avons fait 20 kilomètres, accompagnés par une pluie diluvienne. Nous n'étions plus que des loques humaines, couvertes de boue des pieds à la tête, absolument exténuées. À tout instant, un homme tombe avec un bruit net. Et étant donné les 30 kilos qu'il a sur le dos, il faut l'aider à se relever. C'est à quelques centaines de pas plus loin que l'enfer commence. On a essayé toutes les métaphores pour exprimer cette vision d'horreur. C'est une mer sombre dont les vagues soulevées par la tempête auraient été brusquement immobilisées. Aussi loin que le regard se porte, il ne rencontre rien que de l'uniforme et de hideux. Des cadavres humains déjà vieillis, moisis, verdâtres. Des chevaux morts, démesurément gonflés, des voitures enlisées gisent pêle-mêle sur cette lande lugubre. Nuit du 22 au 23 avril 1916. Il a plu et la boue a envahi tout le secteur. Cherchant un abri, un homme s'est jeté dans le boyau et la boue est aussitôt remontée jusqu'à sa ceinture. Il demande de l'aide. 2 hommes lui ont tendu leurs fusils. Mais ils ont glissé et vite ils ont repris place dans la colonne qui passe tout près, sourde aux supplications de l'enlisé qui s'enfonce lentement, sans secours. Car on meurt de la boue comme des balles. Des blessés sont engloutis dans ce marais perfide. Ici, c'est la boue qui obsède. La boue gluante et liquide. L'affreuse boue meusienne, soulevée, piétinée, tassée par des centaines de milliers d'hommes, de chevaux, de voitures. Une mer de boue jaune sous un ciel de plomb. Elle est partout. Sous les pieds, sous les mains, sous les corps qui s'allongent. Elle pénètre jusqu'à la peau. Elle réussit à se glisser, sournoise, sous les planches et les couvertures. Nous vivons sous la boue, ne voyant que de la boue partout. Et des cadavres. Des cadavres. Et encore de la boue. Et encore des cadavres. L'enfer, c'est la boue. On s'y enfonce. On glisse doucement, attiré par on ne sait quelle irrésistible force. On a pris l'habitude de vivre dans la terre avant d'être mort. Après l'hiver et le printemps boueux, voici l'été torride de Verdun. À Vaux, pendant le siège, la chaleur est insupportable. Les défenseurs meurent littéralement de soif. L'eau est polluée par le chlore des gaz ou par la présence des corps enterrés, remués par les obus, enterrés de nouveau et stagnants dans les trous. Les hommes qui s'affrontent au corps à corps sont exténués, à bout de force. À l'intérieur, les gens deviennent fous. Les 2 ventilateurs du fort de Vaux ne fonctionnent plus. Les Allemands ont bouché toutes les issues et lancent des grenades asphyxiantes. Des hommes sautent à l'extérieur dans les fossés pour échapper, pour pouvoir respirer.
Et là, les lance-flammes allemands sont braqués. Après Douaumont, Vaux. Les Allemands n'ont jamais pris à Verdun que les forts. Ils en font des noms de victoire. L'usure des unités à Verdun est évaluée par l'état-major non plus à 1 division tous les 2 jours, mais à 2 divisions tous les 3 jours. On est au mois de juillet, la bataille dure depuis le 21 février. C'est un holocauste. Les hommes sont à bout. Le général Nollet demande à Nivelle des permissions pour ces hommes usés, exténués. Les soldats sont déçus par ces permissions, parce que d'abord ils perdent beaucoup de temps dans les transports. Et puis, quand ils découvrent l'arrière, ils sont écœurés. Les planqués là-bas mènent la belle vie, dans les cafés, les théâtres encore ouverts, sur les boulevards qui regorgent d'uniformes et de femmes.